Je m'appelle Maisy Vandermeer, et j'ai 31 ans. Lors de la fête de fiançailles de mon frère, mon père a brandi les clés de ma propre BMW au-dessus de sa tête, devant 80 invités, et a annoncé d'une voix forte, « Voici notre cadeau pour la vraie mariée ». Sa future belle-fille m'a ri au nez, et a dit, « Tu pourras prendre un Uber pour aller à tes examens médicaux, la grosse ». De toute façon, personne ne veut qu'une baleine enceinte gâche les photos. Quand j'ai tendu la main pour récupérer mes clés, mon père m'a violemment bousculé. J'ai percuté la table, et une douleur aiguë m'a transpercé le ventre. J'étais enceinte de 33 semaines. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon téléphone, et j'ai appelé mon mari. Il pensait qu'humilier une femme enceinte en public n'était qu'une simple affaire de famille. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il venait d'agresser dirigeait l'unité des enquêtes spéciales de la plus grande compagnie d'assurance du pays. Et que leur nom était déjà sur mon bureau. Laissez un commentaire et dites-moi, votre propre famille vous a-t-elle déjà humilié en public? Si les histoires de trahison familiale, d'injustice envers une future mère, et de vengeance professionnelle froide sont votre truc, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour connaître l'histoire complète. Quand les gens entendent enquêteur en assurance, ils imaginent des feuilles de calcul. Ils imaginent quelqu'un téléphonant aux hôpitaux, pour demander quel genou a été blessé. Ils n'ont pas tort concernant les feuilles de calcul. Mais ils se trompent lourdement sur la personne qui les remplit. Je suis né à Phoenix à l'été 1994. Mon père était un avocat spécialisé dans les dommages corporels, avec 2 Mercedes, et un mur couvert de photos encadrées, le montrant aux côtés de personnes qui, à un moment donné, ont été importantes en Arizona. Ma mère gérait la maisonnée, de la manière dont certaines femmes géraient les maisons dans cet état à cette époque-là, en décidant qui était autorisé dans quelle pièce, et qui ne l'était pas. Mon frère, Tané, est arrivé 2 ans après moi. Dès le jour où il a su marcher, la règle de la maison a été simple, Tané était le garçon chaleureux. Moi, j'étais celle qui avait de bonnes notes. J'ai quitté l'école de journalisme à 22 ans. L'histoire qui m'a fait changer d'avis était une arnaque à l'assurance. Une arnaque qui a vidé la valeur nette du domicile d'une famille, en face de laquelle j'avais grandi. La mère de ma meilleure amie d'enfance a perdu sa maison à 53 ans, parce qu'un chiropracteur et un faux plaignant avaient dépouillé sa police d'assurance tout au long d'une année d'accidents mis en scène, avec lesquels elle n'avait absolument rien à voir. 3 semaines plus tard, j'ai franchi les portes de ce qui allait devenir la Méridian Mutual. Et je leur ai demandé s'ils embauchaient des gens qui ne clignent jamais des yeux. Ils l'ont fait. 9 ans plus tard, je siégeais à la tête de l'unité des enquêtes spéciales, SIU, de la plus grande compagnie d'assurance du pays. Nous avons 11 enquêteurs à temps plein, 3 anciens agents fédéraux sous contrat, et un mur de tableaux blancs qui change chaque trimestre. Ma patronne, Adly Conro, m'a promue directrice au début de l'année 2023. Elle m'a dit un jour que j'avais des yeux qui ne sciaient pas, et que c'était pour ça qu'elle m'avait promu. Les gens pensent que la fraude à l'assurance est une question d'argent. C'est en fait une histoire de famille, prétendant avoir des blessures qu'elles n'ont pas. Jusqu'à ce que la famille qui fait semblant, cesse d'être celle de quelqu'un d'autre. Toute ma vie, mon travail m'a enseigné une seule compétence, comment attendre que les gens se dénoncent eux-mêmes. Je ne savais tout simplement pas que j'en aurais besoin chez moi. J'ai rencontré Owen Beaumont en 2019, lors d'une conférence sur la fraude à Las Vegas. Il participait à un panel sur la chaîne de possession des preuves numériques. Il a dit à la salle, d'une voix basse qui ne cherchait pas à attirer l'attention, qu'il construisait des systèmes pour les personnes que l'on ne croyait pas. J'étais assise au 2e rang, et j'ai décidé que je l'épouserais avant même qu'il n'ait terminé sa présentation. Nous nous sommes mariés en juin 2022, au palais de justice du comté de Maricopa à Phoenix. Les témoins étaient 2 membres de l'équipe de sécurité d'Owen. Après, nous avons mangé une pizza chez Pizzeria Bianco, et nous sommes rentrés à pied à notre hôtel. Ce mois-là, mon père faisait l'objet d'une enquête du barreau de l'État. Ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le stress de 2 événements en même temps. Je ne leur ai plus jamais reparlé du mariage. Owen dirige le Beaumont Protective Group. Nous offrons nos services à des familles fortunées dans tout le Sud-Ouest. Nous nous occupons de la préservation des preuves résidentielles et exécutives. Et nous détenons le contrat de sécurité et d'entretien, de longue date, du country club dont mes parents faisaient semblant de croire qu'il m'importait encore. Owen a accès à toutes les caméras de cette propriété. Il l'a depuis 2019. En mars 2024,
après que j'ai démantelé un réseau de fraudeurs basé à Guedir, un homme m'a suivi à travers le parking de la Méridian Mutual, à 19 h le soir. Il n'a rien dit. Il a simplement marché derrière moi, au rythme de mes talons. Je portais des chaussures plates. Il a quand même suivi mon rythme. Owen a installé les caméras sur ma BMW cette nuit-là. 4 objectifs, avant, arrière, habitacle, et un au-dessus de la portière passager. Il a paramétré la sauvegarde sur le cloud pour qu'elle s'actualise toutes les 6 secondes. Quand j'ai acheté mon nouveau X7 en février 2025, avec ma prime du SIU et les 9 années d'économie que j'avais discrètement accumulées, il a transféré le système. Et il a gravé mes initiales, MV, dans la clé principale et la clé de secours. Il m'a regardé en me les rendant, et m'a dit, 4 caméras. La sauvegarde cloud tourne toutes les 6 secondes. Personne ne touche à cette voiture sans que je le sache. Owen a installé ses caméras il y a 2 ans. Nous pensions en avoir fini de nous inquiéter de la vie des autres. Si vous avez déjà été traité comme une simple ressource familiale, au lieu d'être traité comme un membre de la famille, cliquez sur j'aime et restez avec moi. La partie qui suit est celle où mon père cesse d'être une personne que je peux défendre. Il y a une photographie dans le salon de la maison de mes parents, à Paradise Valley. Mon père se tient à côté du gouverneur de l'Arizona, quelque part en 2018. Il porte un costume bleu marine, qui lui va mieux que n'importe quel costume qu'il ait jamais possédé. Il rit. C'est le genre de rire qu'a un homme, quand il croit que la photographie est permanente. La photographie est toujours dans le salon. L'adhésion au club qui se trouve derrière, elle, ne l'est plus. En mars 2022, le barreau de l'État de l'Arizona a radié mon père. L'ordonnance disciplinaire citait un schéma d'irrégularité de facturation, remontant à au moins 4 ans. Il avait facturé des clients qui étaient décédés avant que le travail ne soit terminé. Il avait soumis des numéros de crédit de formation juridique continue, pour des sessions auxquelles il n'avait jamais assisté. Il avait prélevé des fonds de règlement, via un compte séquestre qu'il n'était plus légalement autorisé à utiliser. L'ordonnance faisait 22 pages. Ma mère a raconté à la famille, à Pâques, que mon père avait senti qu'il était temps pour lui d'arrêter, et qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille. Un mois plus tard, le conseil d'administration du Camelback Country Club a envoyé à mes parents une lettre polie, les informant que leur adhésion avait été suspendue, dans l'attente d'un examen. L'examen n'a jamais abouti à une réintégration. Dès l'été 2022, mon père n'avait pas mis les pieds sur la propriété depuis 3 mois. À l'automne, la suspension s'était discrètement transformée en révocation. Ma mère a gardé la nouvelle pour un cercle de proches si restreint, qu'il aurait pu tenir dans des toilettes d'invités. Mon père avait perdu une licence et un club. Il n'avait pas perdu l'habitude de dire aux gens qui ils étaient. Le problème avec une radiation du barreau en Arizona, c'est qu'elle ne reste pas privée. Le barreau de l'État publie l'ordonnance. Le Phoenix Business Journal imprime l'ordonnance. La communauté juridique locale lit l'ordonnance autour d'un café pendant environ une semaine. Et ensuite, l'ordonnance est classée dans un endroit, où chaque avocat de l'État peut la trouver pour toujours. Ma mère a passé les 6 premiers mois de 2022 à expliquer, à quiconque voulait l'entendre, que la publication n'était qu'une formalité procédurale. Ce n'était pas le cas. C'était un verdict final. À la fin de cet été-là, mon père avait cessé d'aller à l'épicerie où il faisait ses courses depuis 20 ans. Parce que la femme qui gérait le rayon traiteur avait lu l'ordonnance, et avait commencé à éviter son regard. Après la radiation, mes parents avaient besoin d'une histoire. Une famille de Paradise Valley ne peut pas être une famille couverte de honte. Alors, ils m'ont réécrite. Je suis devenue la fille froide, la fille de carrière. La fille qui avait choisi un mariage au palais de justice plutôt qu'un vrai mariage. La fille qui n'avait même pas invité ses parents, car elle savait qu'ils avaient d'autres obligations. Cette phrase m'a été répétée sur le même ton, par 3 cousins différents, lors de 3 Thanksgiving différents. La première fois, j'ai rétabli la vérité. La deuxième fois, j'ai laissé couler. La troisième fois, j'ai compris que je n'étais pas le public visé par cette correction. Ma mère me l'a dit directement un jour, à Thanksgiving en 2024, pendant qu'elle remuait la sauce au jus de viande. Tané est le garçon chaleureux, ma chérie. Toi, tu as toujours eu ton travail. Elle l'a dit de la façon dont on ferme une porte. Tané a rencontré Sloan Pritchard lors d'un événement de réseautage immobilier, à Scottsdale, en novembre 2024. Sloan avait 25 ans à l'époque. Elle était agente immobilière,
avec une photo de profil qui avait été retouchée. Au moment de Thanksgiving 2025, elle était assise à la droite de ma mère, mangeant la farce préparée par ma mère. Et elle appelait mon père Daddy V, devant ma grand-mère. Ma mère lui avait donné la broche en argent de mon arrière-grand-mère apportée ce soir-là. On m'avait dit pendant 15 ans que cette broche m'était réservée. Sloan avait une façon particulière de se déplacer dans la maison de mes parents. Une façon que j'aurais dû remarquer plus tôt. Elle ne demandait pas où se trouvaient les toilettes. Elle ne demandait pas quelle serviette était pour les invités. À Thanksgiving, elle est entrée dans la cuisine de ma mère, et a descendu la saucière de la 3e étagère, du 3e placard sur la gauche, sans aucune hésitation. Une personne qui a été accueillie dans une maison, ne s'y déplace pas comme si elle en avait mémorisé le plan. Une personne qui a étudié une cible, si. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, à cause du travail que je faisais. Je n'étais pas paranoïaque. Au dessert, Sloan s'est levé, a embrassé mon père sur la joue et a dit « Monsieur Vandermeer, j'ai toujours voulu un père comme vous. » Mon père ne m'a pas regardé. Ma mère, si. Et ses yeux étaient remplis de fierté. Au moment où Tané a demandé Sloan en mariage, en mars 2026, mes parents avaient passé 3 ans à me rayer de leur histoire. Ils avaient besoin d'une vraie mariée. Ils pensaient qu'il en était enfin arrivé une. Je n'avais pas encore compris que Sloan n'était pas le prix que mes parents avaient choisi. Sloan était le prix qui les avait choisis. Au cours de la 2e semaine de novembre 2025, mon analyste junior, Kerrigan, s'est arrêté à la porte de mon bureau, avec 4 dossiers de réclamation à la main. Elle avait sur le visage cette petite expression particulière, que j'avais appris à mon équipe à reconnaître. C'était l'expression d'un schéma récurrent, juste avant qu'il ne cesse d'être une coïncidence. Elle a posé les dossiers sur mon bureau. 4 réclamations. 4 blessures des tissus mous. 4 douleurs cervicales. Et 4 entorses lombaires. 4 accidents de voiture signalés dans le Grand Phoenix, entre septembre et début novembre. 4 assurés différents. 4 adresses différentes. Un seul chiropracteur. Une seule clinique d'imagerie. Un seul modèle de facturation qui correspondait ligne par ligne, à travers des dossiers qui n'auraient pas dû partager une seule virgule. Les factures étaient du genre de celles que les réseaux de fraude paresseux avaient l'habitude de déposer dans les années 1990. Des codes CPT identiques, dans des séquences identiques. Radiographie cervicale, radiographie lombaire, ajustement complet de la colonne vertébrale, corset de maintien, visite de suivi à des intervalles si précis que l'on pouvait régler sa montre dessus. Les rapports de traitement donnaient l'impression d'avoir été rédigés par la même personne, à partir du même modèle. Les blocs de signature au bas de chaque formulaire, portaient le même nom avec la même écriture. Directrice, a dit Kerrigan. Soit c'est le meilleur chiropracteur de l'État, soit ces gens se connaissent. Je lui ai dit de mettre un drapeau rouge sur ce prestataire. Je lui ai dit d'extraire 18 mois d'historique de facturation, provenant de cette même clinique. Je ne lui ai pas dit pourquoi j'avais la bouche sèche. Le nom du chiropracteur était Dr Theodore Ridgway. La clinique était Camel View Medical, sur la route d'East Indian School. Dès le vendredi après-midi, Kerrigan avait 14 réclamations au tableau. 14 accidents. 14 profils de blessures identiques. 14 structures de facturation identiques. Un seul prestataire. 2 adresses de facturation situées dans le même rayon de moins de 2 km. J'ai dirigé une unité d'enquête spéciale assez longtemps pour savoir à quoi ressemble un réseau de fraude, avant même qu'il n'ait un visage. La première chose qu'il fait, c'est de partager des médecins. La deuxième chose qu'il fait, c'est de partager des plans de propriété. La troisième chose qu'il fait, c'est de commencer à partager des témoins. Je n'ai pas lancé de traçage des participants en novembre. Le protocole du SIU, c'est d'enquêter sur le prestataire en premier. Vous auditez le médecin, la clinique, le centre d'imagerie, l'entité de facturation. Vous construisez ce dossier jusqu'à ce qu'il soit inattaquable. Ensuite, et seulement ensuite, vous commencez à faire passer les conducteurs et les témoins, dans les bases de données de l'État. Vous ne travaillez pas à l'envers. Travailler à l'envers donne aux avocats de la défense des angles de découverte que vous ne voulez pas qu'ils aient. Kerrigan comprenait le protocole. Elle faisait partie de mon équipe depuis 2 ans. Elle a commencé là où je lui avais dit de commencer. Elle a extrait les dossiers de facturation de Camel View Medical,
de janvier 2024 à nos jours. Elle a extrait les crédits de formation médicale continue, CME, du Dr Ridgway. Son assurance responsabilité civile. Ses identifiants de prestataire médical. Elle a établi une chronologie de ses dates de traitement, en les comparant à son calendrier public. Les conférences auxquelles il avait pris la parole. Les cours de formation continue qu'il avait animés. Les photos Facebook que sa femme avait postées de lui, à Cabo, pendant le week-end du Memorial Day. Les dates de traitement incluaient 3 samedis où le Dr Ridgway n'était, preuve à l'appui, pas en Arizona. Nous l'avions coincé pour falsification de dossiers médicaux, avant même d'avoir le moindre de ses patients. En avril 2026, l'audit du prestataire était achevé à 80%. Nous avions les factures médicales. Nous avions les ordonnances d'imagerie, qui ne correspondaient pas aux déclarations de blessures. Nous avions un modèle de date de traitement qui chevauchait des week-ends. Le docteur Ridgway était de toute évidence hors de l'état. Nous n'avions pas encore les conducteurs. Nous n'avions pas encore les témoins. Nous n'avions pas encore le visage. Je m'étais préparé, pendant toute l'année 2024, à ce que quelqu'un s'en prenne à moi de l'extérieur. C'est ce que font les réseaux de fraude. Ils envoient un homme vous suivre sur un parking. Ils passent un appel au bureau de votre mari. Ils envoient des fleurs dans votre chambre d'hôpital après une échographie de routine, pour vous rappeler qu'ils savent laquelle était la vôtre. Je ne m'étais pas préparé à ce que le nom du chiropracteur s'invite au dîner de Thanksgiving. Le vendredi 8 mai 2026, la veille de la fête de fiançailles de mon frère, j'ai verrouillé le dossier dans mon tiroir. J'ai laissé un post-it sur le devant pour Adli, comme je le faisais toujours à la fin d'une semaine d'enquête. Il disait, audit du prestataire terminé d'ici la fin du mois. Liste des témoins suivra en juin. Monsieur, j'ai mis la clé du tiroir dans mon sac à main. Je suis rentré chez moi, à Paradise Valley. Nous avions le chiropracteur. Nous avions la clinique. Nous avions les factures médicales. Nous n'avions pas encore les conducteurs, les témoins, ni le visage. L'invitation est arrivée au cours de la 3e semaine d'avril. Papier cartonné épais couleur crème, calligraphié à la feuille d'or, l'écusson en relief du Camelback Country Club en haut. Je l'ai tenu dans ma main plus longtemps que l'enveloppe ne le méritait. Parce que l'écusson en haut ne correspondait pas aux 4 années de lettres que mes parents avaient reçues, de la même adresse. J'étais chez ma mère fin février, quand l'une de ces lettres vieilles de 4 ans, reposait encore non ouverte sur le comptoir de la cuisine. Elle était fine, légèrement jaunie, et adressée à mon père. L'adresse de l'expéditeur était le comité d'adhésion du Camelback Country Club. Ma mère l'avait glissée sous une pile de catalogues, quand elle avait remarqué que je la regardais. Elle avait dit d'un ton léger, « Oh, ce n'est que de la paperasse. Ne t'en fais pas pour ça. » 3 mois plus tard, le nom de mes parents figurait en haut de l'invitation aux fiançailles. J'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé doucement si le club avait annulé sa révocation. Nous avons tiré quelques ficelles, mais a-t-elle dit. Les Vandermeer ont de nouveau leur place à Camelback. Le mari de ta cousine Elena siège au comité de révision des adhésions. Il a fait passer le dossier. N'en fais pas toute une histoire. Ma mère n'avait pas tiré de ficelle depuis 2022. Le club ne l'y autorisait pas. Quelque chose avait changé. 2 jours plus tard, elle a rappelé. Sa voix était légère, de cette manière qu'elle avait toujours, quand elle voulait quelque chose que je refuserais si elle le demandait directement. Porte la robe ivoire, ma chérie. Sloan a choisi le rose poudré. Nous ne voulons pas de compétition ce soir. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et j'ai regardé la robe ivoire suspendue dans mon placard. Elle était ample. Elle était drapée. C'était le genre de robe qu'une femme portait, quand on lui demandait de disparaître des photos de sa propre famille. Le rose poudré lui appartient ce soir, a dit ma mère. Ma mère ne m'avait jamais demandé de m'habiller en fonction de quelqu'un d'autre. J'aurais dû comprendre ce que cela signifiait. Avant que je ne prenne la route pour Paradise Valley, pour la soirée des fiançailles, je veux vous ramener en arrière, en novembre 2025. À Thanksgiving, dans la maison de mes parents. Une tempête de vent avait balayé la vallée ce soir-là. Et les routes menant de Paradise Valley à ma maison, dans le nord de Scottsdale, avaient été fermées par la police pendant 3 heures. Ma mère avait insisté pour que je passe la nuit chez eux. J'étais enceinte de 10 semaines à l'époque, et fatiguée. J'avais accepté. Le matin,
ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, pendant que je faisais mes affaires. Elle m'a regardé chercher le double des clés de ma BMW, dans mon sac à main, pendant presque une minute entière. Puis elle a dit, de la voix douce qu'elle utilisait pour demander des faveurs, « Ma chérie, laisse-nous simplement le double pour les urgences. Le bébé arrive. Nous devons pouvoir venir te chercher. » J'aurais dû dire non. J'avais été élevé par ma mère. Je savais à quoi ça ressemblait quand elle construisait une excuse à voix haute, en temps réel. Elle n'avait pas besoin du double des clés. Mon père avait 63 ans. Il conduisait sa propre Mercedes. Ma mère avait sa propre voiture. J'avais Owen, qui se trouvait toujours à 10 minutes de n'importe quel endroit où je pouvais être. S'il y avait jamais une véritable urgence, personne n'allait venir chercher une femme enceinte, en lui ramenant sa propre voiture. L'histoire n'avait aucun sens à partir du moment où l'on y regardait de plus près. Mais ma mère ne m'avait rien demandé depuis 3 ans. Elle n'était pas venue à mon mariage au palais de justice. Elle n'avait pas participé aux discussions sur la liste d'invités pour ma baby shower. Elle n'était pas venue à la première échographie dont je lui avais parlé. Et maintenant, elle me le demandait, avec la petite voix douce d'une mère, qui avait enfin décidé que je valais la peine d'une faveur, pour un simple double de clés. Je lui ai remis le double. Je n'y ai plus repensé. Elle l'a placé dans le tiroir de la console d'entrée. Je l'ai vu faire. La télécommande avec le BMW est gravée dessus. J'avais donné le double de la clé à ma mère par amour. Elle l'avait remis à mon père pour une toute autre raison. Le soir du samedi 9 mai 2026, Owen m'a conduite de notre maison de Paradise Valley jusqu'au Camelback Country Club. Le trajet a duré 24 minutes. Il m'a dit qu'il serait au bureau de Beaumont, à 12 minutes de là, jusqu'à ce que je l'appelle. Il m'a embrassé sur le porche et m'a dit, « Appelle-moi avant le toast. » J'ai dit que je le ferais. Je ne savais pas ce qu'était le toast. Le chef voiturier m'a remis un ticket, et m'a tenu la porte ouverte. Avec la neutralité prudente d'un homme à qui la direction avait dit que les Vandermeer étaient un nom sensible à gérer. À l'intérieur du hall, ma mère m'attendait. Elle m'a serré trop fort dans ses bras, de la manière dont elle serrait dans ses bras quand elle avait un public. Mon père ne m'a pas serré dans ses bras. Il m'a simplement regardé, a souri et a dit, « C'est bon de t'avoir à nouveau à la maison, Maisie. » Il n'avait pas prononcé le mot maison à mon égard depuis 2022. Il avait choisi ce soir pour le dire 2 fois. La salle de bal était comme le sont toujours les salles de bal du Camelback en mai. C'est-à-dire, fraîche, bien pensée, et arrangée pour les photos. 80 invités. Des fleurs blanches. Des flûtes à champagne qui avaient été polies par un homme, qui polissait des flûtes dans ce club depuis que j'étais enfant. Tané se tenait près du bar, dans un costume anthracite qui lui allait beaucoup trop bien pour être le sien. Sloan était vêtu de rose poudré dans un coin, devant un petit cercle de parents, exhibant la bague de fiançailles, comme un magicien montre une pièce de monnaie. Elle portait à nouveau la broche en argent de mon arrière-grand-mère. Ma mère m'a accompagné pour me présenter, comme si Sloan et moi ne nous étions jamais rencontrés. Sloan a fait un baiser en l'air de chaque côté de mes joues, et a laissé ses yeux glisser vers mon ventre. « Oh, Maisie, a-t-elle dit. Tu as toujours l'air si formel. » Je l'ai vu porter à nouveau la main à la broche sur son épaule, en disant cela. De la manière dont une femme touche le collier pour lequel on vient de la complimenter, pour s'assurer que la salle l'a bien remarqué. C'était un petit geste. C'était délibéré. Sloan voulait que je sache, qu'elle savait ce qu'était cette broche. Elle voulait que je sache que ma mère lui en avait raconté l'histoire. Elle voulait que je sache que cette histoire lui avait été donnée. Elle portait la broche de mon arrière-grand-mère comme si elle l'avait méritée. Tané tenait salon près du bar avec 3 cousins plus âgés. Il en était à sa 3e coupe de champagne. Il expliquait une opération de flip l'immobilier à Sedona, qu'il venait de conclure. Une propriété de 6 chambres, qu'il avait achetée, rénovée et revendue, pour un bénéfice escompté de 480 000 €. Il a fait un geste vers moi en guise de ponctuation. Sedona est en plein boom en ce moment, pas vrai Serette? Tu sais comment c'est. J'avais extrait les déclarations de revenus de mon frère l'année précédente, après que ma mère n'avait cessé de me demander si je pouvais aider avec un petit prêt, pour maintenir les projets de Tané à flot. Sedona n'était pas en plein boom pour lui. Rien ne l'était. Je me suis dirigé vers le patio. Ma cousine Elena m'a attrapé par le coude en passant devant la fontaine de chocolat.
Elena a 27 ans. C'est le genre de femme qui n'a jamais menti pour gagner sa vie, et à qui on ne l'a jamais demandé. Elle m'a serré le bras et a dit, avec l'innocence brillante et sans défense qui me la faisait aimer, « Est-ce que tes parents t'ont aidé pour la BMW ? Ton père a mentionné que la famille avait participé. » Le fond du verre que je tenais a cessé de me paraître froid. Je l'ai regardé. J'ai gardé une voix égale. Elena. J'ai payé cette voiture comptant en février. La famille n'a absolument rien donné. Elle a cligné des yeux. Oh. Désolé. Belle voiture, cependant. Elle s'est éloignée avec son champagne. Elle n'avait pas compris ce qu'elle venait de m'apprendre. Mon père racontait aux cousins, aux voisins, et aux membres du country club, que la famille avait payé ma voiture. Je l'avais payée en février, par moi-même. À 19h48, j'ai marché dans le couloir derrière la cuisine, en direction des toilettes pour femmes. Je ne les ai pas vus, jusqu'à ce que je sois presque passé devant eux. Mon père, Sloan, et un troisième homme. Aux cheveux gris, tenant une bouteille de bière par le goulot. Il se tenait dans l'alcôve, à côté de l'entrée du personnel. Il parlait très doucement. Le troisième homme s'est arrêté de parler quand il m'a vu. Il a détourné la tête de cette manière calculée. La manière dont certains hommes détournent la tête face aux caméras. Le couloir était sombre. Les lumières dans l'alcôve provenaient d'appliques à la douce lumière ambrée, que le personnel baissait pendant les dîners assis. La porte de la cuisine, derrière eux trois, s'ouvrait sur ses gonds toutes les quelques secondes, au passage d'un serveur. L'angle rendait impossible de voir le visage de l'homme aux cheveux gris, pendant plus d'une demi-seconde. J'ai entendu la voix de mon père prononcer 3 mots, étouffés, avant de s'arrêter. Clinic Ridge confirmé. Nous sommes clairs avant lundi. Je ne me suis pas arrêté de marcher. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Je les ai cadrés tous les 3 dans le couloir, et j'ai appuyé sur le déclencheur. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. J'ai identifié la photo pour l'album de famille. Parce que c'est ce que fait une femme, qui se rend aux toilettes lors d'une fête. Je tenais le téléphone naturellement. Je n'ai pas regardé l'écran. Je n'ai pas vérifié si la photo avait fait la mise au point. J'ai simplement continué à marcher. J'avais sorti mon téléphone et les avais photographiés tous les 3 dans le couloir. Je ne savais pas encore ce que je venais de capturer. À 21h, le DJ a baissé la musique. Mon père a tapoté sa coupe de champagne avec le côté d'un couteau à beurre. 80 têtes se sont tournées vers lui. Ma mère se tenait à sa droite. Sloan se tenait à côté de Tané, près du fond de la salle. J'étais au fond de la salle de bal, une main posée sur mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied. Le bébé se sentait bien. Si je peux avoir l'attention de tout le monde, a dit mon père. Les Vandermeer ont quelque chose à offrir ce soir. Il avait répété ça. Je pouvais l'entendre dans les pauses. Mon père avait prononcé des discours lors de collectes de fonds, d'événements de l'association du barreau, et lors des plaidoiries finales de 3 procès pour meurtre. Il savait où placer une pause pour mettre l'accent. Il savait où baisser la voix. Il savait quand attendre que la salle se penche en avant. Il avait clairement écrit ce toast avec la même attention d'artisan. Il a plongé la main dans la poche intérieure de son gilet. Il a sorti une télécommande de voiture, et l'a levée au-dessus de sa tête. La salle l'a vu avant moi. Ils ont vu l'emblème BMW. Ils ont vu le chrome. Ils ont vu le suspense poli d'un père riche, présentant un cadeau somptueux. J'ai vu autre chose. J'ai vu les petites lettres gravées sur le côté de la télécommande. MV, la gravure Cohen avait faite en février. La gravure qui confirmait que la télécommande dans la main de mon père, était la mienne. Ceci est notre cadeau, a déclaré mon père, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle de bal. Pour la vraie mariée. La télécommande dans sa main était la mienne. Il l'avait portée dans son gilet toute la soirée. Sloan Harry. Elle a parcouru les 4 pas qui la séparaient de Tané vers mon père, avec le sourire tranquille d'une femme à qui l'on a dit ce qui allait se passer, et quelle serait sa réplique. Elle a pris les clés. Elle s'est tournée vers moi avec les clés à la main. Elle a penché la tête. Elle a fait un clin d'œil. Et devant 80 témoins, d'une voix assez claire pour le fond de la salle, elle a dit, « Tu pourras prendre un Uber pour aller à tes examens médicaux, la grosse. De toute façon,
Personne ne veut qu'une baleine enceinte gâche les photos. La salle a ri. Une partie du rire était le petit rire inconfortable de personnes qui n'avaient pas compris ce qui se passait. Une partie était un vrai rire. Le rire de ma mère était réel. Tané a tapé sur l'épaule de Sloan. Une cousine germaine à moi, près du fond de la salle, a ri trop fort. Puis a regardé la femme à côté d'elle, avec l'expression écarquillée d'une personne qui vient de réaliser qu'elle est du mauvais côté de l'histoire. J'avais utilisé une voix particulière avec les témoins pendant 9 ans. Elle était basse. Elle était calme. C'était la voix que j'utilisais quand je voulais qu'une personne comprenne que je ne le demanderais pas une deuxième fois. Je me suis avancé de 2 pas. J'ai dit, « Papa. Ce sont mes clés. Rends-les-moi. » Il a fait un geste de la main vers moi, comme s'il balayait de la fumée. Ne sois pas dramatique, mais-y. Assieds-toi. J'ai tendu la main pour prendre les clés. Il m'a poussé. Il a utilisé le plat de sa main contre l'avant de mon épaule. Et il y a mis de son poids. La table de dîner derrière moi a heurté le bas de mon dos, le long de son bord dur et poli. Un verre d'eau a basculé. Une assiette à pain a glissé. Une douleur aiguë a jailli du bas de mon dos, et a traversé l'avant de mon ventre. Sourde et vive. Il s'est tourné vers la salle, et a levé la main, de la manière dont un homme rejette une plainte lors d'une déposition. Elle a trébuché, a-t-il dit. Tout le monde, s'il vous plaît. Elle a trébuché. Il avait poussé une femme enceinte de 8 mois, devant 80 témoins. Et avait essayé de leur dire que j'avais trébuché. Je me suis assise sur la chaise la plus proche. J'ai posé ma main sur le bas de mon ventre. Le bébé a bougé. J'ai compté mes respirations. Je n'ai pas pleuré. La douleur était une vraie douleur. Ce n'était pas le faible écho d'une enchortée. C'était un tiraillement sourd et aigu à travers l'avant de mon abdomen, qui a contourné mon côté, et s'est installé dans le bas de mon dos, là où le bord de la table m'avait frappé. J'en savais assez sur les signes de travail prématuré pour savoir qu'une douleur aiguë, soudaine et focale, à 33 semaines, après une chute ou un impact, était un événement clinique nécessitant une surveillance. J'en savais assez sur mon propre corps pour savoir que la douleur n'était pas encore des contractions. Mais que j'avais une fenêtre d'environ 30 minutes, pour être placé sous monitoring fœtal, avant que toute complication ne puisse être écartée. J'ai compté mes respirations. Parce que je savais, quelque part dans la partie de mon cerveau qui avait été entraînée pendant 9 ans pour un autre type de crise, que rester calme dans les 90 prochaines secondes, était la seule chose qui m'empêcherait de prendre une décision que je regretterais. Une grand-tante à l'autre bout de la pièce se dirigeait déjà vers moi. Ma mère est arrivée la première. Ma mère a posé sa main sur mon épaule, avec trop de fermeté, et s'est penchée beaucoup trop près de mon oreille. « Ma chérie », a-t-elle dit. « N'en fais pas toute une histoire. » J'ai arrêté de l'appeler maman dans ma tête, à 7 minutes précises. Je n'ai jamais recommencé. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, avec la main qui n'était pas sur mon ventre. J'ai appuyé sur le nom d'Owen. Il a décroché à la première sonnerie. J'ai prononcé 3 mots. Camelback. Poussée. Saignement. Il m'a répondu un seul mot. En route. La ligne a été coupée. Je me suis levé. J'ai traversé la salle de bal. Personne ne m'a arrêté. Au moment où j'atteignais le parking, son suburban remontait l'allée. Owen est entré dans le hall du Camelback Country Club à 21h16. Avec 2 de ses hommes derrière lui, en uniforme noir de protection Beaumont. Il n'a pas regardé mon père. Il n'a pas regardé ma mère. Il s'est penché vers moi, a posé sa main sur mon épaule et a dit très doucement, « Es-tu en état de marcher ?» J'ai hoché la tête. Je me suis levé. Il m'a pris par le coude. Nous étions à mi-chemin de la porte, quand Tané m'a interpellé, avec cette légèreté forcée particulière qu'utilisent les hommes ivres, quand ils viennent de comprendre que la salle a cessé d'être de leur côté. « Détends-toi, sœurette. Ce n'est qu'une voiture. » Mon mari n'a pas regardé mon frère. Il n'en avait pas besoin. Nous sommes arrivés au centre médical Honorel Scottsdale Shea à 21h52. Ils m'ont mis un bracelet en plastique blanc au poignet, sur lequel on pouvait lire Vandermeer Beaumont-Mézy. Ils ont placé un moniteur fœtal sur mon ventre. La bande de papier a imprimé pendant 1 minute entière. Le rythme cardiaque du bébé est resté stable à 152 battements par minute.
Aucune contraction. Un bleu se formait déjà en bas de ma colonne lombaire. Le médecin du triage était un homme nommé Alverson. Il avait la cinquantaine, calme, méthodique. Il a lu mon dossier. Il a examiné l'ecchymose sur mon dos. Il a vérifié la dilatation. Il m'a demandé, avec ce ton prudent et neutre qu'utilisent les obstétriciens quand ils ont un dossier devant eux, ce qui s'était passé. Je lui ai dit. Il m'a regardé un instant de plus que la question ne l'exigeait. Il l'a noté dans le dossier. Il m'a dit d'une voix calme, que j'allais passer les 12 prochaines heures sous monitoring fœtal continu. Il m'a dit que le bébé allait bien. Il m'a dit que le placenta semblait intact à l'échographie pratiquée au chevet. Il m'a dit qu'il m'admettait en observation, non pas parce qu'il était inquiet, mais parce qu'il ne voulait pas que je passe la nuit à m'inquiéter de quelque chose, qu'il pouvait exclure avec un moniteur. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé que ce soit la raison pour laquelle j'étais dans son service d'urgence. L'infirmière en obstétrique, une femme dont le badge indiquait simplement un rosalin, m'a dit « Le bébé est fort. Le rythme cardiaque est à 152. Vous avez bien fait de venir. » Je tenais la bande de papier dans ma main. Je n'avais pas pleuré dans la salle de bal. Je n'avais pas pleuré dans la voiture. Je n'avais pas pleuré au triage. J'ai pleuré sur la bande de papier. Le moniteur a imprimé pendant 1 minute entière, et je l'ai tenu dans ma main et j'ai enfin pleuré. Une deuxième infirmière a photographié le bleu sur mon dos pour le dossier. Elle s'est assise sur le bord du lit quand elle a eu fini, et m'a regardé avec la gentillesse constante et professionnelle, d'une femme qui avait fait cela des centaines de fois. « Qui vous a fait ça ?» a-t-elle demandé. « Mon père » ai-je répondu. Elle l'a noté dans le dossier. Elle a posé une petite carte jaune sur l'oreiller à côté de ma tête. Il y avait un numéro de téléphone dessus. National Domestic Violence Hotline, ligne d'assistance nationale contre les violences domestiques. Elle n'a rien dit à ce sujet. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a fait. Elle l'a simplement posé là où je pourrais la voir. J'avais recueilli des centaines de déclarations comme celle-là dans ma carrière. Je n'en avais jamais fait une. À 1h15 du matin, le téléphone d'Owen a sonné. Il a mis le haut-parleur. La voix de ma mère en est sortie. « Owen, c'est Marlène. Ne fais pas de cette histoire un drame. Maisie est sous l'emprise des hormones. Elle a trébuché sur sa propre robe. Toute la famille l'a vue. On pourra en parler demain matin, quand tout le monde aura un peu dormi. » Owen a mis fin à l'appel sans dire un mot. Il s'est tourné vers son commandant en second, un homme nommé Dorsey, qui était avec lui depuis 2020. « Demain matin, à 7h tapante, » a dit Owen. « Récupère toutes les caméras de ce bâtiment. Le hall, la salle de bal, le couloir, le parking. Récupère les données cloud de la dashcam de la BMW. Une ordonnance de conservation au titre de la clause d'incident de notre contrat de service. Nous les conservons sous chaîne de possession. Et nous les remettons au procureur général desquels seront réclamés par assignation. » Dorsey a hoché la tête une fois, et est sorti dans le couloir. Owen s'est assis sur le bord du lit d'hôpital à côté de moi. Il m'a pris la main. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il a simplement tenu ma main, et a regardé le moniteur fœtal imprimer sa ligne lente et constante d'encre noire, sur le papier blanc. Finalement, il a dit, « Je veux que tu saches quelque chose. Je ne vais pas régler ça en allant dans cette maison et en disant quelque chose à ton père. Ça ferait du bien pendant 15 minutes, et puis ça compromettrait tout le reste de ce que je m'apprête à faire. Je vais régler ça. En remettant les vidéos de surveillance aux personnes qui sont payées, pour recevoir ce genre de preuves, et les utiliser correctement. Sommes-nous d'accord ? » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. « Et encore une chose, » a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive ensuite, le bébé passe en premier. Chaque décision que nous prendrons pour les 9 prochaines semaines passera par ce filtre. L'affaire se constituera d'elle-même. Le bébé est la seule chose que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. » Owen m'a regardé. Il a regardé la porte. Il a dit très doucement, « Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent de faire. » Je ne le savais pas encore non plus. Mais le lendemain matin, j'allais le savoir. Nous étions à l'intérieur du centre des opérations de sécurité, SOC, de Beaumont Protective, à 8h30 le dimanche matin. L'hôpital m'avait autorisé à sortir à 6h, avec des instructions pour me reposer, surveiller les contractions,
et revenir immédiatement si quoi que ce soit changeait. Je n'étais pas rentré à la maison. J'étais allé avec Owen à son bureau de Scottsdale. J'étais entré dans la salle du SOC au 2e étage, de la même manière que j'étais entré dans une centaine de salles de SOC au cours de ma carrière. Cette fois-ci, je n'étais pas l'enquêteur. J'étais le dossier. 4 écrans, 3 techniciens. Owen debout à l'arrière de la pièce, les bras croisés. Commencez par le toast, a dit Owen au technicien en chef, une femme nommée Devro. Puis, remontez le temps. Elle a remonté le temps. Le premier extrait était la salle de bal vue du coin sud-est. Grand angle. Code temporel, 21h02. Mon père a levé les clés. Sloan a ri. Sloan a pris les clés. Sloan s'est retourné. L'audio a capté sa réplique de manière limpide. Tu pourras prendre un Uber pour aller à tes examens médicaux, la grosse. La salle a ri. Je me suis avancé. Mon père a fait un geste de la main. J'ai tendu la main. Il a poussé. Devro a mis l'extrait en pause. Elle a zoomé. Le deuxième angle, pris par la caméra de plafond côté, montrait la main de mon père à plat contre l'avant de mon épaule. Son poids vers l'avant, son coude verrouillé. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le contact. Arrêt sur image, a dit Owen. Là. Sa main sur son sternum. C'est un crime de classe 4 dans cet état. Devro a zoomé sur la télécommande de la clé dans l'autre main de mon père. Le chrome a capté la lumière du lustre. La gravure était nette. Cet extrait, à lui seul, suffisait. Nous ne nous en sommes pas arrêtés là. Devro a ramené la caméra à 17h30 l'après-midi, 3 heures avant l'arrivée des invités. L'angle était le parking depuis le kiosque de voiturier à l'est. Mon père est sorti du hall d'entrée seul. Il a traversé le parking. Il s'est arrêté devant ma BMW. Il a sorti une télécommande de la poche de son gilet. Il a appuyé sur le bouton de déverrouillage. Les feux ont clignoté. Il s'est installé sur le siège du conducteur. Il s'est assis là. Il s'est assis là pendant 52 secondes. Puis il est sorti, a verrouillé la voiture, et est retourné dans le hall d'entrée. L'angle de la caméra embarquée vers l'habitacle de ma BMW a capturé son visage en plein jour. Il n'était pas nerveux. Il n'était pas paniqué. Il vérifiait quelque chose. Il confirmait que la clé de secours fonctionnait toujours. Regardez ça, a dit Devro. Il est assis sur le siège du conducteur pendant 52 secondes à 17h30. Il a eu la clé de secours toute la soirée. Mon père n'avait pas improvisé. Mon père avait répété. Devro est passé à la caméra du couloir. 19h48. Mon père, Sloan, est l'homme aux cheveux gris avec la bouteille de bière. Le son était étouffé au début. Devro a fait un passage d'amélioration. Elle a filtré le bruit de la vaisselle provenant de la cuisine derrière eux. Elle a mis les voix humaines au premier plan. L'audio est revenu clair. Mon père dans le couloir disait, Ridgeway a dit que la clinique a confirmé la demande d'indemnisation. Nous sommes clairs avant lundi. La pièce autour de moi est devenue silencieuse. J'avais prononcé le nom Ridgeway lors de 3 réunions ce mois-là. Je l'avais dit à travers la table de conférence à Kerrigan. Je l'avais dit 2 fois à Adley. Je n'avais jamais entendu mon père le dire. Je ne l'avais tout simplement pas encore entendu le dire. Devro a lancé une reconnaissance faciale sur l'homme aux cheveux gris. La correspondance est revenue en 11 secondes. Directrice, a-t-elle dit, en me regardant attentivement. C'est le docteur Theodore Ridgeway. Phoenix. Clinique médicale Camel View. Je me suis assise. Owen m'a mis un verre d'eau dans la main. Je ne l'ai pas bu. Je sais qui c'est, ai-je dit. Mon père connaissait Ridgeway. La fiancée de mon frère connaissait Ridgeway. J'étais la seule dans cette famille qui essayait de le trouver. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table du SOC. Je me suis connecté au VPN de Meridian Mutual. J'ai extrait la couche de traçage des participants, que je prévoyais d'attendre jusqu'en juin pour lancer. J'ai extrait les dépositions des témoins sur les 14 réclamations signalées. J'ai cherché les noms des témoins. Pritchard apparaissait dans 4 d'entre elles. J'ai consulté la base de données du DMV de l'Arizona.
J'ai fait correspondre l'adresse figurant sur les documents d'assurance à un permis de conduire. Le permis appartenait à Sloan Pritchard. Date de naissance, novembre 1999. Scottsdale, Arizona. La photo était celle de la femme qui m'avait ri au nez la veille. Sloan avait été un témoin officiel dans 4 accidents mis en scène au cours des 18 derniers mois. Sloan n'était pas nouvelle pour ma famille. Elle était nouvelle seulement pour moi. Je me suis adossé. J'ai regardé la photo d'elle sur le permis de l'Arizona. J'ai regardé la capture d'écran de sa bague de fiançailles, qu'elle avait postée sur Instagram 6 semaines plus tôt. Mon frère ne l'avait pas choisi. Le réseau l'avait choisi. J'ai pris une feuille de papier vierge dans l'imprimante d'Owen. J'ai dessiné 4 cercles. Je les ai étiquetés, Ridgeway, Camel View Medical, Taney, Sloan. J'ai dessiné un 5e cercle au milieu. Je l'ai étiqueté Gérald. J'ai dessiné des lignes entre eux. Le réseau que je traquais depuis 6 mois, était assis à la fête de fiançailles de mon frère. Je l'hébergeais au sein même de ma propre famille. À 7 heures du matin, le lundi 11 mai, j'étais au téléphone avec ma patronne. Adley Conroe a 61 ans. Elle travaille dans la lutte contre la fraude à l'assurance depuis l'année de ma naissance. Elle n'avait pas besoin que je lui explique pas à pas ce que j'avais trouvé au SOC la veille. Elle avait besoin que je lui explique ce que j'allais faire. L'appel a duré 8 minutes. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai dit, de la voix que j'avais utilisée à la tête d'une centaine de briefings du SIU, que je devais me récuser du dossier Ridgeway. Que le réseau que nous auditions depuis 6 mois, était la famille avec laquelle je partageais un nom de famille. Que je voulais que le dossier ne soit plus entre mes mains d'ici midi. Mais que je voulais qu'il soit entre de bonnes mains. Mais a dit Adley. Tu m'as déjà remis des dossiers plus propres. Je vais confier celui-ci à des gens qui ne dormiront pas tant qu'il ne sera pas déposé. J'ai conduit jusqu'au bureau. J'ai déverrouillé le tiroir de mon bureau. J'ai sorti la pochette cartonnée marquée du numéro de l'affaire. Je l'ai portée jusqu'au bureau d'Adley. J'ai posé la clé de mon bureau dessus. J'ai remis le dossier à Adley et je suis sorti. Je n'ai jamais eu à le ramener. À midi, Owen a appelé un homme nommé Beckett Crawford. Crawford est un agent spécial du bureau de la fraude à l'assurance du procureur général de l'Arizona. Lui et Owen avaient travaillé ensemble sur une affaire en 2021, impliquant un réseau de fausses réclamations pour des toitures à Tucson. Crawford a répondu à la 2e sonnerie. Nous l'avons rencontré à son bureau à 13h30. Crawford a la quarantaine. Il écoute avec tout son visage. Je lui ai donné le dossier. Il l'a lu pendant 10 minutes sans parler. Quand il a levé les yeux, il a dit « Nous avons ce réseau à l'œil depuis 18 mois. Je suis désolé que ce soit votre famille. » Il a sorti un classeur de l'affaire sur 18 mois, d'une crédence derrière son bureau, et l'a posé sur la table à côté du mien. 2 dossiers. La même affaire vue de directions opposées. Il cherchait la pièce manquante. J'étais la pièce manquante, mais pas de la manière dont je le pensais. Crawford s'est tourné vers un onglet à l'arrière de son classeur. Il a pointé du doigt un seul formulaire de réclamation. Sloan Pritchard, a-t-il dit. Réclamation déposée depuis un hôtel à Austin, au Texas, en août 2025. Déclaration de témoin sous serment, transmise par-delà les frontières de l'État via une communication électronique interétatique. C'est notre point d'ancrage fédéral. Titre 18 du Code des États-Unis. Section 1343. Nous déposons en parallèle. L'État de l'Arizona pour l'agression et la fraude. Le gouvernement fédéral pour la fraude électronique. Ma famille avait franchi la frontière d'un État sur papier. Ils avaient franchi toutes les autres limites en personne. Entre le mardi 12 mai et le vendredi 22 mai, je n'ai presque rien fait. Je suis allé à un seul rendez-vous prénatal. J'ai fait une seule longue promenade le long du canal près de notre maison. Je n'ai pas répondu à 6 messages vocaux de mon père. Les messages vocaux suivaient un schéma dont Crawford m'avait prévenu. Les 2 premiers étaient doux. Ma chérie. Nous t'aimons. Nous voulons juste parler. Les 2 suivants étaient pratiques. Mais nous sommes une famille. La fille est juste stressée. La voiture est un malentendu. Les 2 derniers étaient des menaces. Le 4e message vocal a dit, avec la voix de contre-interrogatoire la plus contrôlée de mon père, mais si cela sort de la famille, tu le regretteras.
J'ai transféré les 6 messages à Crawford dans l'heure de leur arrivée. Je ne les ai pas supprimés. Je ne les ai pas écoutés à nouveau. Mon père avait utilisé cette voix avec des jurys. Il ne l'avait jamais utilisée sur sa fille. Il avait choisi la mauvaise semaine pour commencer. Tard le vendredi 22 mai, Crawford m'a appelé. Il a dit, brunch demain. Chronique des fiançailles du Phoenix Society Bulletin. Camelback Country Club, 11h. Votre mère est sur la liste des invités. Le conseil d'administration du CC au grand complet aussi. Il a fait une pause. Nous avons décidé d'exécuter les mandats là-bas. Je suis resté assise à la table de ma cuisine pendant une longue minute, après cet appel. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai prévenu personne. Je lui ai envoyé exactement un seul SMS à 23h52. Ne touche pas à la BMW. Ma mère a lu le message à 23h52. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprendrait d'ici le déjeuner du lendemain. Le brunch de printemps des fiançailles du Camelback Country Club est le genre d'événement que le Phoenix Society Bulletin envoie un journaliste et un photographe couvrir chaque mois de mai. 60 invités. Le président du conseil d'administration. La femme du président du conseil. 3 anciens présidents du club. 2 chroniqueurs. Un photographe nommé Reggie, qui photographiait des fiançailles dans ce club depuis que j'étais au collège. Le brunch a commencé à 11h. Mon père est entré à 10h57. Dans le costume avec lequel il avait été radié du barreau 4 ans plus tôt. Le président du conseil, un homme nommé Whitfield Whit Callaway, l'a accueilli à l'entrée, avec une poignée de main trop polie pour être chaleureuse. C'est merveilleux d'être de retour à la maison, Whit, a dit mon père. Gérald, a dit Whit, et il a lâché sa main. Mon père avait passé 4 ans à acheter son retour dans cette pièce. Il lui restait 18 minutes à y passer. À 11h08, j'ai franchi les portes d'entrée du Camelback Country Club, avec Owen à ma droite. 2 enquêteurs en civil de Crawford à ma gauche. Et ma main sur le devant de mon ventre. J'étais enceinte de 35 semaines. Je portais une robe d'un bleu marine profond, qui me tombait jusqu'aux chevilles. Ni ivoire. Ni rose poudré. Bleu marine. Une couleur que personne dans ma famille n'avait portée, depuis l'enterrement de mon grand-père. Mon père m'a vu depuis l'autre bout de la pièce. Le sang a quitté son visage, de la même manière que le sang quitte le visage d'un homme qui a passé 30 ans à répéter une plaidoirie finale, et qui vient de réaliser que le jury n'est pas dans la salle. Je l'ai entendu dire à voix basse à ma mère, elle n'était pas censée venir. Mon père avait dit à la salle que j'étais indisposé. La salle était sur le point de découvrir qui m'avait indisposé. Reggie, le photographe, s'est dirigé vers la table d'honneur, où Sloan et Tanné étaient assis. Il a levé son appareil photo. Il a fait une petite révérence polie vers Sloan. Et a demandé si la future mariée souhaitait inclure sa future belle-sœur dans le portrait de fiançailles. J'ai secoué la tête une fois. Non, merci, ai-je dit. Aujourd'hui, c'est pour les preuves, pas pour les photos. Reggie a cligné des yeux. Il n'a pas baissé l'appareil photo. Il a quand même pris la photo. Il a gardé l'appareil levé après. Il a photographié chaque seconde de ce qui s'est passé ensuite. À 11h14, les portes d'entrée de la salle de bal se sont ouvertes. Crawford est entré. Derrière lui, un enquêteur du procureur général de l'Arizona en costume anthracite. Derrière eux, 2 officiers de la police de Scottsdale en uniforme. La salle n'a pas compris au début. Les country clubs ne voient pas d'officiers en uniforme dans leur salle de bal pendant un brunch. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Un verre à vin a tinté contre une assiette. Une femme en blazer jaune, à la 3e table, a dit de manière audible, « Oh !» Crawford a traversé la pièce d'un pas normal. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas montré d'un signe. Il s'est arrêté à côté de la table de Tanné et Sloan. Il s'est adressé à eux par leur nom. Monsieur Vandermeer. Mademoiselle Pritchard. Je suis l'agent spécial Crawford, du bureau du procureur général de l'Arizona. Nous allons avoir besoin que vous sortiez un instant pour répondre à quelques questions. Sloan a ri. C'était le petit rire brillant d'une femme qui avait passé 26 ans à découvrir que l'autorité était quelque chose à laquelle les autres devaient obéir. Elle a commencé à dire quelque chose. Elle n'a pas terminé.
Elle a vu l'insigne du deuxième officier accroché à sa ceinture. Tanner s'est levé trop vite. Il a cogné la table. Un verre a basculé. Le vin s'est répandu sur la nappe. Il a dit « Je suis désolé. » De quoi s'agit-il? Dehors, a dit Crawford. Ils sont sortis, pensant qu'on le leur demandait. Ce n'était pas le cas. La salle du brunch possède un long mur de fenêtres allant du sol au plafond, qui donne sur le hall d'entrée. Tous les invités dans la salle de bal ont regardé les 40 secondes suivantes, à travers ce mur de verre. Crawford les a fait se tourner au pied de l'escalier du hall. Il leur a lu leur droit de la voix ferme et professionnelle, que je lui avais entendu utiliser au téléphone 2 semaines plus tôt. Il a menotté Sloan en premier. Il a menotté Tanner en second. Quand les menottes ont été passées au poignet de Sloan, la bague de fiançailles a glissé de son doigt. Elle avait dû la faire ajuster trop grande. Le diamant, 2 carats et 4 dixièmes, est tombé de sa main. Il a heurté le sol en marbre du hall d'entrée. Il a rebondi une fois. Il a roulé le long d'un joint du carrelage, jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le pied en laiton d'un porte-parapluie. Le deuxième officier en uniforme s'est baissé, a ramassé la bague entre 2 doigts gantés, et l'a lâchée dans un sac à preuve transparent. La fiancée de mon frère avait passé 8 mois à planifier un mariage. Il lui restait 8 secondes pour planifier quoi que ce soit. Mon père avait observé depuis l'embrasure de la porte de la salle de bal. Il s'est avancé maintenant, dans le hall. Il a levé les 2 mains, de la manière dont un homme lève les mains, quand il demande à un jury d'être raisonnable. C'est un malentendu, a-t-il dit. Officier, agent. Il y a un malentendu. Crawford s'est tourné vers lui. Il a posé sa main sur l'épaule de mon père. Le contact n'était pas agressif. Il était procédural. Monsieur Vandermeer, a dit Crawford. Vous êtes également placé en détention, sous l'inculpation de voies de fait graves sur une victime enceinte, en vertu des statuts révisés de l'Arizona 13 à 1204. Nous discuterons des accusations de complot au poste. La bouche de mon père s'est ouverte. Elle ne s'est pas refermée, jusqu'à ce que le deuxième officier lui prenne l'autre bras. Il avait passé 30 ans à écrire des lettres de mise en demeure, pour la douleur d'autres personnes. Il n'avait jamais vu un texte de loi braqué sur lui. Ma mère se tenait à la table d'honneur où elle avait été assise. Sa main était sur sa bouche. Le président du conseil d'administration, Wade Callaway, a traversé la salle de bal vers elle. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. La salle avait déjà cessé de faire semblant d'être à un brunch. Marlène, a-t-il dit, lorsqu'il a atteint sa table. Votre laissez-passer invité et le statut de votre sœur sont en cours d'examen, avec effet immédiat. Je vous prierai de quitter la propriété dans l'heure. Ma mère a posé sa flûte de champagne sur la nappe. Elle ne l'a pas reprise. Ma mère avait été une invitée de ce club pendant 30 ans. Le compte à rebours avait commencé, sur ces 60 dernières minutes. Elle a traversé la pièce sur toute sa longueur en direction de la porte d'entrée. Elle est passée devant ma chaise. Elle a tendu le bras et a attrapé ma main. Avec la main douce d'une femme qui n'avait pas tenu la mienne depuis 2019. Comment as-tu pu faire ça, a-t-elle murmuré. J'ai regardé ma mère. Je n'ai pas retiré ma main. Je l'ai laissé la tenir une seconde de plus. J'ai prononcé 3 phrases. Tu as bousculé ta fille. Tu as volé la voiture de ta petite fille. Tu as dit à 80 personnes que j'étais la fille froide. Je ne suis pas la fille froide. Sa main a glissé de la mienne lentement. De la manière dont une main lâche une rampe. Ma mère est sortie du country club à 12h03. Je suis sorti à 12h05. Owen m'attendait dans la BMW, sur le trottoir. Les caméras continuaient de tourner. Le bureau du procureur général de l'Arizona a déposé des accusations le lundi 25 mai. État de l'Arizona contre Vandermeer Tanner, fraude à l'assurance, complot en vue de commettre une fraude. 12 chefs d'accusation. État de l'Arizona contre Pritchard Sloan, fraude à l'assurance, complot en vue de commettre une fraude, faux serment, fraude liée à l'identité. 16 chefs d'accusation. État de l'Arizona contre Vandermeer Gerald W., voie de fait grave sur une victime enceinte, ARS 13 à 1204, complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, exercice illégal de la profession d'avocat, sollicitation de réclamation frauduleuse par l'intermédiaire d'un membre radié du barreau. Le bureau du procureur des États-Unis, pour le district de l'Arizona,
a déposé des accusations fédérales de fraude électronique mardi, en vertu du titre 18 du Code des États-Unis, section 1343, ancré sur la réclamation d'Austin. Sloan a accepté l'offre de plaidoyer en premier. Elle a retourné sa veste le mardi après-midi. Elle a livré aux procureurs fédéraux mon père, mon frère, le docteur Ridgeway, le responsable de la facturation chez Camel View Medical, et 2 autres conducteurs d'accidents mis en scène que je n'avais jamais rencontrés. L'accord de plaidoyer a été déposé sous scellé, jusqu'à ce que les dates des procès soient fixées. Dès le mercredi matin, le bureau des examinateurs en chiropratique de l'Arizona avait sommairement suspendu la licence du docteur Ridgeway, dans l'attente d'une audience de révocation complète. Dès le jeudi matin, Adley Conroe m'a envoyé un seul SMS. Tous les 14 refusés. Recouvrement déposé à 2,1 millions. Sloan a accepté le plaidoyer. Tu n'as pas besoin de venir. Reste à la maison avec le bébé. Ma famille avait passé 4 ans à reconstruire le tableau. Il a fallu 2 week-ends pour le démonter. La BMW était garée dans l'allée de notre maison, à Paradise Valley. La dashcam tournait toutes les 6 secondes, de la façon dont elle l'avait toujours fait. Le cloud conservait la sauvegarde. Je n'ai pas beaucoup conduit au cours de ces derniers jours de mai. J'avais atteint les 36 semaines de grossesse. Owen me conduisait à mes rendez-vous médicaux. Il me conduisait à l'épicerie. Un après-midi, sur le chemin du retour de chez l'obstétricien, j'étais assise sur le siège passager, la main sur mon ventre. Et je regardais la télécommande de la clé principale, dans le porte-gobelet. La gravure MV a capté la lumière du désert. Cette télécommande a sauvé bien plus qu'une voiture, a dit Owen. Mon père avait brandi cette télécommande au-dessus de la tête de 80 personnes. Il n'allait rien brandir pendant très longtemps. Ma mère a fermé la maison de Paradise Valley à la fin du mois de mai. Elle a déménagé à Tucson, pour vivre avec sa sœur aînée dans une petite maison en adobe, dans une rue calme que j'avais visitée une fois quand j'étais enfant. Elle m'a écrit une lettre. 2 pages, manuscrite. Elle s'excusait pour la sauce au jus de viande. Pour les Thanksgiving. Pour la broche en argent. Pour les années qu'elle avait passées à dire aux gens que j'étais la fille froide. Elle a écrit, vers la fin, j'aurais dû prendre ta défense. Je passerai mes dernières années à comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai lu la lettre jusqu'à la moitié. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans une petite boîte en carton, sur une étagère de mon placard. J'ai étiqueté la boîte au crayon à papier, en attente. Je n'ai pas rouvert la boîte ce mois-là. Ma mère avait enfin écrit la vérité. Je n'avais enfin plus besoin de la lire. Lors d'un mardi soir calme, au cours de la dernière semaine de mai, Owen a fini de monter le berceau dans la chambre du bébé. Il s'est levé, s'est essuyé les mains sur une serviette, et m'a regardé là où j'étais appuyé dans l'encadrement de la porte. Une main sur mon ventre, et une main sur le cadre de la porte. As-tu décidé de ce que tu lui diras à leur sujet, un jour, a-t-il demandé. La chambre était peinte de la couleur d'un ciel du désert, juste avant le lever du soleil. Le berceau était en érable blanc. Il y avait une seule photographie encadrée sur la commode. C'était une photo d'Owen et moi, prise chez Pizzeria Bianco, le soir de notre mariage au palais de justice. Il n'y avait aucune autre photographie dans la pièce. J'ai pensé à la voix de mon père dans le couloir à 19h48, le soir de la fête de fiançailles. Ridgeway a dit que la clinique a confirmé. J'ai pensé à la main de ma mère sur mon épaule, quand elle m'a dit de ne pas en faire toute une histoire. J'ai pensé au rire de Sloan, et à la tape de Tanné sur son épaule. J'ai pensé à la bande de papier du moniteur fœtal, qui avait tourné pendant 1 minute entière. J'ai regardé mon mari. J'ai posé ma main sous la courbe de mon ventre. Je n'ai pas de père, ai-je dit. J'ai un numéro de dossier. Et elle aura une mère qui n'a jamais confondu les deux. Owen n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le désert à l'extérieur de la fenêtre prenait la couleur d'un bleu qui commençait à s'estomper. Le berceau était fait. Je n'ai pas de père. J'ai un numéro de dossier. Et d'ici à ce que Oren soit en âge de poser des questions, ce numéro de dossier sera tout ce qu'il en restera.